Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire. On va attendre encore quelques petites minutes, 1 ou 2 minutes, simplement le temps de s'assurer que les participants arrivent. Vous allez être assez nombreux aujourd'hui, donc on va se laisser juste ce temps-là. Voilà, et après on démarrera tranquillement. Ouais, on se laisse 1 minute. Hop, on a déjà des questions. Bonjour Madame Barraud. Alors, hop. Alors, on va démarrer tranquillement, on a déjà 1 minute de passé. Le nombre de participants augmente encore, donc le temps que tout le monde arrive, on va commencer par les modalités techniques et temporelles de notre temps partagé ensemble aujourd'hui. On est ensemble pour 1 heure et demie, donc le webinaire devrait se terminer aux alentours de midi. On a beaucoup d'intervenants, donc on va faire en sorte de tenir le timing et puis de bien terminer à midi. Nous avons avec nous des interprètes français langue des signes afin d'assurer l'accessibilité du webinaire et un sous-titrage Vélotypie. Donc, vous voyez les sous-titres qui sont gérés en instantané par notre prestataire. Vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient déjà prêts et à l'exercice. Et du coup, vous pouvez poser vos questions tout le long du webinaire. On va faire en sorte d'y répondre au fil de l'eau avec mes collègues. Donc, si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes vos interrogations, il est prévu que l'on extrait les questions et qu'on les mette à disposition avec la réponse, bien sûr, sur l'espace dédié CFA. On y reviendra dans la partie boîte à outils de notre webinaire où vous aurez la possibilité d'avoir tout, support, FAQ s'il y a lieu, les documents partagés qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons donc accueillir Nicolas Rivier. Nicolas, tu peux ouvrir ta caméra et ton micro et nous rejoindre pour introduire ce webinaire. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de pouvoir vous accueillir. Vous êtes déjà plus de 130 et on sait que vous êtes en train d'arriver. En tout cas, on vous accueille au nom d'Atlas. On est ravi de pouvoir continuer la série, de pouvoir poursuivre cette histoire qui est maintenant initiée depuis plusieurs mois, plus d'1 an, sur la facilitation de l'accès à l'alternance et à l'apprentissage pour les personnes en situation de handicap. Un sujet qui tient à cœur à nos branches, un sujet qui tient à cœur à beaucoup de monde, aux entreprises, au CFA, un sujet sur lequel aujourd'hui on n'a pas encore progressé à hauteur de ce qu'on pourrait espérer, puisque malgré une progression toujours présente du nombre de contrats en alternance en 2022 à plus de 110 000, notre taux de présence pour les personnes en situation de handicap n'a pas varié. Donc on se dit qu'on a encore du travail, donc on poursuit et les travaux d'été. Aujourd'hui, c'est sur cet aspect effectivement essentiel dans le cadre d'un contrat en alternance de la relation entre l'entreprise et le CFA, une relation essentielle pour tous les alternants, une relation qui l'est d'autant plus pour les personnes en situation de handicap qui ont des besoins spécifiques et pour lesquels des aménagements sont nécessaires à la fois parfois matériellement, parfois psychologiquement chez chacun et surtout dans l'approche pédagogique et dans l'accompagnement au quotidien. Pour ce faire, on y réussira que collectivement et je tiens à remercier nos partenaires qui sont présents aujourd'hui, que ce soit côté CFA, entreprise, la GFIP ou Cap Emploi. Voilà, c'est tous ensemble qu'on y parviendra. On a tous cette envie et on va faire en sorte que sur nos chiffres de 2023, on ait enfin cette progression-là et on se dira qu'on aura bien travaillé ensemble. Voilà, mais en tout cas, bon webinaire à tous. Et merci encore aux différents participants. Merci Nicolas, merci beaucoup. On va maintenant demander à Chantal de bien vouloir se connecter, d'ouvrir sa caméra et son micro. Chantal, merci et je te laisse du coup introduire la thématique du jour, s'il te plaît.
Oui, alors bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour ce rendez-vous. Alors, pour cette thématique prépondérante, donc pour nos branches professionnelles, nous sommes ainsi arrivés au 4e épisode de notre mini-série. Comme vous le savez, nous avions en fait créé 6 thématiques qui ont été créées à l'issue de 2 groupes de travail en fait avec les différents réseaux avec les différents référents handicap du réseau CF Atlas entre mai et juin 2022. Donc le premier webinaire a eu lieu l'année dernière. Au mois de juin, et puis nous arrivons à presque la clôture, je dis presque, je vous le dirai pourquoi tout à l'heure, je préciserai pourquoi tout à l'heure, mais nous arrivons effectivement à cette clôture de cette mini-série. Je voulais vous préciser que tous les webinaires sont disponibles et les documents en fait liés et même FAQ sont disponibles sur prestataire réseau CFA Atlas, donc sur le site d'Atlas bien sûr. Si vous avez quelques interrogations, vous n'hésitez pas à me rappeler. La thématique du jour est bien sûr la relation du CFA avec l'entreprise. Donc, nous avons déjà réalisé l'identification des alternants en situation de handicap, l'évaluation des besoins d'aménagement et les financements en fait associés, la sécurisation des parcours, l'acculturation du sujet du handicap et la communication autour du handicap. Donc, tous ces webinaires et celui d'aujourd'hui seront sur le site ou sont déjà sur le site pour les passer, mais celui d'aujourd'hui sera sur le site la semaine prochaine. Je souhaitais tout simplement également remercier tout particulièrement Caroline pour l'animation de ce cycle de webinaires ainsi que les différents intervenants en fait AGFIP, Cap Emploi, référent handicap en CFA et en entreprise, et puis bien sûr l'équipe support technique de notre service communication. Un petit teasing, ce ne sera pas finalement le dernier de la série. Nous aurons un autre rendez-vous, en fait, le 19 septembre, mais nous en parlerons tout à l'heure. Le sujet du jour est très riche, donc je ne veux pas perdre de temps et je vous laisse entre les mains expertes des acteurs du jour. Merci à tous et bonne réunion. Merci beaucoup Chantal. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va vous proposer un petit sondage parce que ce qui nous intéresserait, ce serait aussi de savoir si vous avez pu assister aux autres webinaires de la série. Donc Gaëlle, si tu m'entends, est-ce que tu peux lancer le sondage, savoir si nos participants du jour ont suivi l'un des 3 premiers webinaires de la série Handicap et apprentissage? Donc, je suppose que vous avez un petit peu de temps pour répondre. Et puis après, on enchaîne directement avec le sujet. Ils ont combien de temps, Gaëlle, à peu près? Bonjour, tout le webinaire. Ah, d'accord. Bon, très bien. Donc, du coup, là, je poursuis ou… Oui. Je poursuis? Oui. D'accord. Du coup, je vais peut-être reprendre la main sur la diffusion à l'écran. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse répondre au sondage pendant ce webinaire et on va revenir sur le sommaire. Aujourd'hui, donc, on a eu l'introduction de ce webinaire par Nicolas Rivier et de la thématique par Chantal Buffet. On va ensuite passer au cœur du webinaire, les témoignages de nos CFA et entreprises partenaires. Puis, grâce à Cap Emploi, nous aurons en visibilité les outils et les conseils dont vous pourrez vous saisir pour faire de cette relation avec l'entreprise un succès dans la sécurisation des parcours avec des alternants en situation de handicap. Ensuite, nous aurons une intervention de l'AGFIP pour savoir quelles sont les modalités d'accompagnement qu'elle peut vous proposer en complément. Nous irons ensuite sur le champ de la boîte à outils pour retrouver tous les outils et les documents dont on va vous parler aujourd'hui ou dont on vous a parlé par le passé dans les autres webinaires. Donc, nous vous représenterons la boîte à outils et on envisagera la suite. Chantal a déjà laissé quelques indices sur la date. Ce sera en septembre et on y reviendra tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec Margot Dacosta et Héloïse Legris. Mesdames, je vous laisse allumer vos caméras et vos micros pour nous rejoindre. Et super, bonjour Margot et Héloïse, du coup, si vous m'entendez. Magnifique, bonjour. Eh bien, je vous laisse vous présenter toutes les deux et après, on rentrera dans le vif du sujet de votre témoignage, mais je vous laisse d'abord vous présenter.
Bonjour à tous, donc moi je suis Margot Dacosta, donc je suis responsable d'inclusion et innovation sociale au sein du groupe Galileo Global Education France, et donc j'ai en charge le handicap pour nos alternants, de façon très synthétique. Merci Margot. Ah, on ne vous entend pas? Je pense que le micro… Alors attendez, je vais regarder si j'ai pas la main sur le… Tac. Est-ce que j'ai la main pour vous donner la voix, Madame Legris? Alors, hop. L'audio est désactivé. Je pense que c'est sur le périphérique. Ouais. D'accord. Alors, Gaëlle, je te laisse peut-être te rapprocher de Madame Legris pour voir cette incidence technique. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer tranquillement avec Margot. Et puis, si on arrive à trouver une solution à ce problème technique sonore, on reviendra avec vous avec plaisir, Madame Legris. Du coup, Margot, est-ce que vous pouvez nous dire, de par le travail que vous faites avec Madame Legris, peut-être que vous pouvez dire un mot sur qui est Madame Legris, qui a très envie de se présenter mais qui ne le peut pas encore, et peut-être déjà nous dire comment le travail que vous avez instauré avec cette entreprise vous a permis du coup de sécuriser des parcours d'alternants ou de mener à bien des parcours pour des alternants en situation de handicap. Je vous laisse la parole. Alors, Héloïse Legris, finalement, travaille au sein de la mission handicap de la Société Générale depuis plusieurs années. Nous nous connaissons très bien parce que dans mes précédentes missions, on travaillait auparavant ensemble. Je la laisserai bien entendu définir un peu plus son poste dès qu'elle aura le micro. Ah, cool, vas-y, je te laisse la parole. Magnifique. Allez-y. Merci Margot. Oui, effectivement. Donc moi, je travaille pour la mission handicap de la Société Générale, plus particulièrement sur les fonctions de recrutement et la relation école en fait pour le groupe, enfin pour une partie du groupe. Et on travaille ensemble depuis plusieurs années justement sur tous ces étudiants que l'on suit. Voilà. Alors, on a essayé de répondre un peu aux questions qui se posaient lors finalement des groupes de travail. On a un peu hiérarchisé nos réponses. Il y avait une grosse partie qui était en fait comment on pouvait sensibiliser les étudiants et finalement nous ce qu'on fait finalement et ce qu'on a pu proposer l'année dernière aux étudiants qui étaient en recherche d'alternance, mais pas que. C'est de co-animer finalement un webinaire sur comment finalement aborder le handicap dans un process de recrutement, mais bien sûr aussi avec tout ce qui était la spécificité de l'accompagnement de la mission handicap de l'entreprise et qui était pour le coup la Société Générale. Donc ça, c'est un webinaire qui a bien plu à nos étudiants parce que, ça leur donne les clés de façon générale, mais en même temps, ça leur permet de découvrir une entreprise et d'échanger avec elle. Voilà. Et Héloïse, je te laisse parler du second sujet qui était de la formation des tuteurs. Pardon. Oui, effectivement, nous, ce qu'on a voulu, c'est mettre en place une formation tuteur qui existe, enfin, qui est déjà là, en fait, qui existe depuis tout le temps, pour toutes les managers qui prennent des apprentis ou des stagiaires. Et on a intégré, en fait, dans le socle commun du droit de l'entreprise, en fait, comment dirais-je, un chapitre, pardon, on va dire ça comme ça, sur le handicap pour redonner les bonnes pratiques lorsque on intègre une personne en situation de handicap. Les choses assez basiques, mais on ne parle pas de la nature du handicap, mais bien des aménagements de poste, comment on peut accompagner, qui sont nos interlocuteurs en interne quand on peut rencontrer des difficultés. Donc ça, c'est important. Ce qu'on essaye aussi, c'est dans cette formation de sensibiliser le manager pour expliquer que effectivement, là, on a un étudiant qui était à l'école et apprenait avec des aménagements de poste.
qui ne sont pas toujours identiques dans le monde de l'entreprise. Donc, arriver à transposer ces besoins d'aménagement entre quand je suis à l'école et quand je suis en entreprise, et comment l'entreprise peut y répondre et comment le tuteur peut m'y aider. Voilà. Après, il y avait une grosse partie sur le recrutement et en gros, comment bien faire matcher les profils de nos alternants avec les offres d'entreprise. Et là, c'est vraiment notre rôle en tant que mission handicap. Alors, ça peut être mission handicap au sens large au sein du CFA, c'est que les étudiants qui sont en situation de handicap, vu que vous devez les proposer ou que vous les proposez à des missions handicap d'entreprise, il faut bien connaître le candidat avec qu'est-ce qu'ils veulent faire, quelles sont ses motivations, quels sont ses besoins de compensation. En fait, c'est comme un recrutement classique finalement, mais il faut bien savoir qu'il recherche avec peut-être des besoins d'aménagement ou pas, faut bien faire. Ne pas hésiter à en parler à la mission handicap, ils sont là pour ça. Et donc, c'est suivre aussi les étudiants dans leur recherche. Donc, ça va être les aiguiller, leur parler des partenaires avec qui on travaille, leur diffuser les offres que l'entreprise peut nous orienter. Ou en tout cas, si l'entreprise ne recrute que sur job board, et en tout cas, c'est qu'il postule, mais que l'étudiant vous fasse un retour de façon à ce que vous informez la mission handicap. C'est ce qu'on a pu faire avec Héloïse à plusieurs reprises, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, Héloïse, je lui oriente les CV des candidats sur plusieurs offres qui sont potentiellement possibles au sein de son entreprise. Et à partir du moment où elle me dit que le candidat, il rentre dans le process, nous, notre rôle, c'est aussi de dire à l'étudiant, postulez sur cette offre-là parce qu'il faut que vous rentriez quand même dans l'offre dite classique. Donc, c'est aussi faire ce suivi-là. Alors, c'est vrai qu'on est un peu derrière ces étudiants parce que c'est un process un peu à part, mais c'est aussi intéressant pour bien faire matcher et d'avoir cette bonne relation avec l'entreprise. C'est aussi d'inviter les entreprises à participer à notre job dating école. Alors, c'est au sens large parce que c'est pas forcément que la mission handicap qu'on va inviter. Il faut aussi se dire que quand on a des étudiants, c'est d'informer qui viennent. Après, la mission handicap peut venir même sur des formes, parce qu'on n'a pas forcément assez de profils à proposer en fonction de la taille du CFA, de l'école. Moi, j'ai plus de 100 étudiants, mais ils sont répartis sur toute la France. Donc, forcément, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Après, on envoie aussi, nous, les CV des candidats à l'entreprise en direct ou au cabinet de recrutement avec lesquels ils travaillent et avec les partenaires du service public de l'emploi qui peuvent aussi avoir des relations. Donc, voilà, il y a plusieurs modalités finalement sur le recrutement. L'entreprise prend le relais et la mission handicap prend le relais après sur le process. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Héloïse? Non, mais tu as dit l'essentiel. Ce qui est important, en fait, c'est qu'effectivement, dans des grosses structures comme les nôtres, c'est difficile de pouvoir voir l'adéquation entre toutes les offres et les apprentis. Donc, c'est vrai qu'on va déjà travailler sur quelles sont les compétences de l'apprenti, quelles sont ses compétences transposables, parce que souvent, ils ont peu d'expérience. Donc, on va aussi aller beaucoup sur le savoir-être, qui est très, très important. Et ça, en fait, on ne peut le voir que quand on arrive à créer la rencontre entre un manager et un apprenti. Quand on a réussi à créer ça entre les deux, c'est-à-dire au moins un entretien pour pouvoir parler de son parcours et justement parler d'autres choses que nous ne voit pas sur le CV, on a déjà gagné. Donc, c'est vrai que nous, on a insisté là-dessus et c'est aussi dans ce cadre-là que dans notre accord handicap, on a bien spécifié qu'un candidat qui pouvait avoir des compétences socles et s'il était en situation de handicap, il devait être reçu par le manager au moins en entretien dans un délai assez rapide, même voire plutôt très très rapide. Mais ça a été inscrit quelque part dans le marbre de notre accord handicap, puisqu'on le sait, tant qu'il n'y a pas de rencontre entre les deux, c'est extrêmement compliqué pour ces jeunes. Et moins jeune d'ailleurs. D'accord. Tu peux passer sur la Caroline, la diapo d'après. Merci Caroline.
le rôle, en fait, on demandait aussi sur ces groupes de travail, c'était quoi le rôle et les obligations de l'entreprise. Bien entendu, et c'est ce qu'on était d'accord avec Héloïse, c'est se dire que l'entreprise, elle a aussi un rôle à jouer qui est jusqu'à l'obtention du diplôme. Le but de prendre un alternant, c'est de faire en sorte qu'il soit diplômable et potentiellement qu'il devienne un futur collaborateur, donc son intégration en entreprise. Donc aussi, la mission du handicap, elle fait un peu ce relais-là, mais ce n'est pas que le rôle de la mission handicap, c'est le rôle au sens large de l'entreprise et de tous les acteurs. Là, je te laisse la parole sur la mobilisation des managers. C'est vraiment plus pour le volet entreprise, pour le coup. Oui, effectivement, nous on essaye un maximum de parler de la campagne d'alternance. On participe à beaucoup de job dating. Sur les choses sur lesquelles aussi on s'attache beaucoup, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, Margot, c'est vraiment un partenariat main dans la main entre le CFA et l'entreprise, parce que plus on se connaît, plus le CFA connaît ses apprentis, et plus ce sera facile de mettre même du lien direct avec le manager. C'est-à-dire enlever quelque part encore, je dirais, un point d'étape, c'est-à-dire que effectivement, plus vite on pourra entrer en contact avec le manager, et mieux ce sera en fait. Et souvent les managers sont très surpris parce que souvent les retours que j'ai, c'est mais c'est un bon jeune, je vois qu'il lui manque des choses, il manque des compétences, mais ça il va aller l'apprendre à l'école et nous on va s'occuper du reste en fait. Et ça marche plutôt pas mal. Je ne sais pas si on a répondu finalement à toutes les questions, ou s'il y a des questions finalement. Alors, je vais aller regarder le volet questions. Effectivement, comme ça, on va voir si en live on en a. Non, il n'y en a pas pour le moment. Pour l'instant, ouais, merci Chantal, effectivement, pour l'instant, on n'en a pas, mais on ne sait jamais, ça pourrait venir par la suite. Effectivement, vous avez donné un bon exemple de ce que pourraient être des solutions pour les interrogations qui avaient été remontées en groupe de travail, donc merci pour ça. Donc on voit bien l'importance de la relation tissée entre le CFA et l'entreprise sur les habitudes de travail pour que la confiance s'installe et que du coup, ces habitudes de travail puissent favoriser le recrutement et l'insertion ensuite du jeune au sein de l'entreprise. Écoutez, Margot, Héloïse, merci beaucoup pour votre témoignage, pour ces premiers apports. Je vous invite à rester avec nous pour s'il y a des questions, pour qu'on puisse revenir vers vous par la suite. Je vous propose donc de couper votre caméra et votre micro. Encore un grand merci pour votre participation. Et là, je vais demander du coup à Sophie Brunès-Pérez et Sarah Achard, que je n'écorche pas votre prénom, de nous rejoindre. Est-ce que vous pouvez, merci beaucoup mesdames, bienvenue sur ce webinaire, merci de vous joindre à nous, et on va du coup, grâce à vous deux, pouvoir enchaîner avec le deuxième témoignage. Et donc pour ce faire, je vous propose déjà de vous présenter. Oui, bonjour, moi je suis Sophie Brune-Pérez, donc je suis médecin coordinateur pour le réseau des CFA de la Chambre de commerce et industrie de Paris Île-de-France, et à ce titre-là, je coordonne le réseau des référents handicap, puisque nous avons bien sûr un référent handicap sur chacun de nos CFA. Voilà. Et je suis accompagnée de Sarah Achard, qui va se présenter. Donc, bonjour, Sarah Achard, je suis en charge du département entreprise et compétences. On a une expertise, c'est nous d'accompagner les aides d'apprentissage et les tuteurs. Et on en a accompagné jusqu'à présent 13 000. Alors, est-ce que vous auriez la possibilité d'augmenter quelque part votre son? Parce que je pense qu'on vous entend assez peu. Est-ce que si on parle un peu plus fort, ça sera mieux? Alors oui, ça me semble mieux, effectivement. On va voir ce que ça donne sur la durée du témoignage, mais ça me semble mieux. N'hésitez pas, si jamais vous nous entendez mal, à nous le rappeler et on montera le son. Très bien, merci beaucoup. Du coup, je vous laisse prendre la parole et du coup nous expliquer comment du coup la relation entreprise avec le CFA de votre côté vous permet du coup de sécuriser les parcours des alternants en situation de handicap.
je vous laisse la main. N'hésitez pas à me dire quand passer à l'autre slide pour que ce soit bien fluide dans votre présentation. Donc, on peut commencer à passer à l'autre slide. Donc, nous, on est parti d'un constat avec Sophie, c'est qu'on augmente fortement le nombre de contrats d'apprentissage, mais pour l'instant, le nombre d'apprentis qui sont en situation de handicap reste stagnant. Remarque qu'avait fait Nicolas également en début de séminaire. Et on s'est demandé comment faire pour aller un petit peu plus loin, en sachant que ça cache une autre réalité, si on peut passer à l'autre slide, c'est qu'au final, tous les apprentis qui sont en situation de handicap ne vont pas forcément le déclarer et certains vont même demander à l'école de ne pas en parler. Donc, ça va au-delà de la situation de handicap d'une simple RQTH, donc reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et c'est là où il va falloir pousser un peu plus loin, puisque 80% des handicaps sont invisibles et qu'au final, on va être amené à travailler, enfin, le maître d'apprentissage va être amené à travailler avec des personnes en situation de handicap sans même qu'elles soient forcément identifiées comme telles. Si on peut aller au prochain. Et donc, il y a deux points qui se posent, et pour les CFA et pour les entreprises. Donc, on a eu le témoignage préalable également. L'entreprise, elle se doit d'accueillir des personnes en situation de handicap et d'une certaine façon, pouvoir les accueillir quand ils sont en apprentissage, c'est aussi leur permettre une entrée un peu plus douce dans le monde du travail avec un accompagnement. Et pour le CFA, c'est aussi le CFA qui va permettre à ce que ces personnes soient formées, soient employables et compétentes. Et aujourd'hui, on se rend compte que des fois, il y a une certaine pénurie en termes de collaborateurs compétents enfin, qui ont le diplôme tout simplement, pas forcément compétents, mais qui ont accès à ce diplôme-là. Donc, il va y avoir un travail commun entre les deux. Et si on va un petit peu plus loin, on va dire que c'est un challenge, puisqu'il y a certaines personnes qui ont peur. Le challenge, c'est ça, c'est un défi. Donc, est-ce qu'on a peur d'aller vers cette situation-là ou est-ce qu'au contraire, on estime que c'est quelque chose qui va nous faire grandir? Donc, dans le challenge, c'est comment on fait pour rassurer, tout simplement. Alors, c'est juste, on reste encore sur l'avant et je vous dis quand on y est. Merci. Donc, merci. Sur ce challenge, en fait, c'est aussi de savoir comment on va faire pour rassurer, aussi bien sur le centre de formation de l'apprenti, comment il fait pour rassurer les entreprises, pour dire que une personne en situation de handicap, c'est aussi une personne qui a beaucoup de compétences, mais qui sera même un atout pour l'entreprise, puisque ils ont une autre façon de voir le métier. Donc, pour le CFA, il va falloir qu'il l'accompagne sur ce point-là. Et pour l'entreprise, c'est aussi le challenge qui a été dit un peu plus tôt, de convaincre les collaborateurs que c'est un accompagnement différent, mais un accompagnement enrichissant. Donc, cette fois-ci, je veux bien qu'on passe à la suite. Donc, concrètement, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat tripartite. Et c'est d'autant plus important, cette tripartie, d'autant plus important, à chaque fois c'est important, mais d'autant plus important sur une situation de handicap. Pourquoi? Parce que ça doit être réfléchi ensemble à monter en compétences. Il y a vraiment ce besoin de socle entre l'entreprise et le CFA pour être sûr de pouvoir faire monter en compétence l'alternant. Donc là, je vais laisser Sophie insister un petit peu plus sur la partie CFA, puisque c'est elle qui coordonne les référents handicap. Et puis, je reprendrai la parole un petit peu plus après. Bon, on peut changer de diapo. Donc là, oui. Au niveau de nos centres de formation d'apprentissage. Alors, Sophie, on ne vous entend pas très bien. Donc, de la même manière, je ne sais pas ce que Sarah avait pu faire, mais… Oui, non, parce que Sarah a parlé plus fort et il faut que je parle plus fort. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, oui, au niveau de chacun de nos centres de formation d'apprentissage, on a bien sûr un référent handicap et on a un service de relations entreprise. Donc, ils doivent travailler la main dans la main autour de chaque situation pour bien accompagner l'apprenti vers une entreprise qui est accueillante et qui peut bien travailler en partenariat très proche, parce que bien sûr on travaille en partenariat pour tous nos apprentis, mais là c'est vrai il y a quand même une analyse de situation un peu plus importante à faire en amont, et à ce moment-là on peut changer de slide. Merci. Donc au moment de la signature du contrat, chacun de nos centres de formation d'apprentissage envoie un livret à l'entreprise qui signe le contrat, dans lequel il y a une page liée, qui était dédiée au handicap, au référent handicap qui est présenté,
ça permet de pouvoir instaurer un dialogue le mieux possible quand il y a des choses qui ne sont pas parlées en amont. Parce que, comme Sarah le disait, il y a beaucoup de jeunes qui ne se déclarent pas en situation de handicap avant de commencer leur contrat d'apprentissage. Donc, si le maître d'apprentissage constate des choses il faut qu'il puisse en parler et qu'on puisse en parler. Parfois, il se pose des questions et contacter le référent handicap, ça peut être une piste aussi pour le maître d'apprentissage pour sécuriser un peu le parcours de cet apprenti. Après, donc nous, au niveau des centres d'apprentissage, on élabore dès le début de la formation un projet d'accompagnement. Ce projet d'accompagnement a plusieurs parties. Le projet d'accompagnement pour la formation en CFA et le projet d'accompagnement, enfin, on reprend ce qui peut être mis en place en entreprise, bien sûr avec l'aide de l'entreprise et du médecin du travail qui va permettre de finaliser les accompagnements en entreprise. C'est un document qui n'est pas confidentiel, qui est donc qui suit le parcours du jeune, qui est diffusé à tous les formateurs de l'établissement et bien sûr à l'entreprise. Quand nous avons des jeunes qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, quand bien sûr notre apprenti souhaite qu'il y ait un dialogue avec l'entreprise. Après, le rôle du référent handicap du CFA, c'est d'inciter le jeune, notre apprenti, de rentrer dans ce dialogue avec l'entreprise parce que sinon, on se heurte à des difficultés et c'est parfois des ruptures de contrat parce que le jeune a refusé de parler de ses difficultés de santé ou de handicap auprès de l'entreprise. Donc, on essaye au mieux de sécuriser dans un dialogue et souvent, il faut convaincre ces jeunes qui sortent chez nous, on les a de 15 ans, ils arrivent parfois à 15 ans sur certaines formations, donc ils sortent d'un système éducation nationale à temps plein et c'est vrai qu'il faut qu'ils connaissent le monde du travail, ils découvrent la législation, donc c'est un travail important du référent handicap à ce niveau-là. Après, au cours de la formation, il y a comme pour tout jeune, une visite en entreprise. Donc, alors je crois qu'on peut changer le slide. Là, j'aimerais juste y avoir un exemple pour voir concrètement. Voilà, ça c'est le projet d'accompagnement c'est la trame qui est mise à disposition et après elle est personnalisée pour chaque CFA et personnalisée bien sûr pour chaque jeune et chaque formation. Donc, au cours de l'autre outil, c'est la visite en entreprise et on s'est aperçu au début qu'au cours de cette visite d'entreprise, on a aussi une trame et en fait, on ne parlait absolument pas du jeune en situation de handicap. Donc, ça a été une réflexion au fur et à mesure du temps. C'est vrai qu'on s'est dit, si jamais le maître d'apprentissage faisait des petits aménagements qui n'étaient pas officiels, si on ne lui pose pas la question, il va peut-être pas nous en parler. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une partie maintenant dans la fiche de visite, l'apprenti qui bénéficie d'aménagements. Alors, est-ce qu'il a, bien sûr, c'est facile quand le jeune est bien reconnu avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Après, c'est parfois un retour d'entreprise qui revient au référent handicap par la personne qui a fait la visite en entreprise, que le tuteur, que le maître d'apprentissage met des choses en place un petit peu de manière, pas sauvage, mais bon, c'est très bien, il l'adapte, mais c'est pas pris en compte d'une manière officielle parce que le jeune ne veut pas se faire reconnaître. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, on reprend au niveau du CFA avec le référent handicap pour bien expliquer à l'apprenti le bénéfice qu'il pourrait avoir. Ça marche pas à 100%, hein, c'est sûr. Donc là, ça c'est la partie de la fiche de visite avec, on reprend le cadre qui a été mis assez récemment parce qu'en fait, c'était pas du tout mis en place dans la visite entreprise. Et je pense que c'est important, ça permet d'instaurer un dialogue avec l'entreprise, le tuteur et le jeune quand il y a besoin d'aménagements particuliers. Très bien. Alors, avant de passer à l'autre slide, effectivement, Sarah, je vais avancer dans la présentation. Juste, je réponds à une question qui concerne du coup vos interventions, Sophie et Sarah, sur la question des documents. Vous avez la possibilité, vous en tant que participant, de télécharger le support qu'on vous a mis à disposition.
Et en complément, nous allons mettre à disposition sur le site internet dédié, l'espace dédié Atlas, on y reviendra en fin de présentation dans la boîte à outils, certains documents qui ont été évoqués. Donc, vous aurez bien accès à un maximum d'informations. Alors, Merci Caroline. Oui. Je vous redonne la parole. Oui, après, moi, je voulais passer un petit aménagement, pour un exemple d'aménagement qu'on a mis en place avec une entreprise pour une jeune fille qui était en BTS comptabilité gestion et qui bénéficiait d'une RQTH. En fait, elle est rentrée au CFA et dès les premières journées de cours en CFA, en formation, donc elle a fait des malaises l'après-midi et en fait, au fur et à mesure des jours, ça aboutit à un absentéisme sur la 2e semaine de formation. Donc, on a contacté l'employeur qui avait déjà eu en entreprise cette jeune fille pour la première période en entreprise et on s'est aperçu avec l'employeur qu'il y avait une situation très différente puisque elle avait une relation assez agréable et constructive avec son tuteur. Alors, faut dire que c'était une petite entreprise, hein, il y avait là, c'est une petite entreprise d'assurance, il y avait la personne responsable et une autre personne qui faisait du secrétariat. Donc, c'était une toute petite entité. Et on a repris l'histoire de cette jeune fille. On s'est aperçu qu'elle avait eu une phobie scolaire antérieurement, qu'elle avait eu un suivi médical et qu'elle était confrontée avec des crises d'angoisse quand elle était en grand groupe. Donc, le référent handicap de l'établissement a initié une réunion entre le centre de formation, l'employeur, l'apprenti, le responsable pédagogique. L'apprenti était arrivé accompagné de sa maman. On peut passer à la suite. Et là, on a mené une réflexion avec l'entreprise, comment on pouvait aménager le temps en CFA. Et l'employeur a été tout à fait partie prenante sur le temps d'aménagement pour éviter que la jeune fille soit coupée du monde. Et parce que c'est vrai que c'était pour éviter une déscolarisation, comme elle avait eu cette phobie scolaire, ça nous ennuyait de lui dire tu suis la moitié de tes cours chez toi enfermé. Ça nous paraissait pas une bonne solution pour essayer de la réintégrer dans le monde de la socialisation. Et donc, l'employeur a été partie prenante et elle avait les jours où elle n'était pas en CFA sur la période de formation d'entreprise, elle allait quand même en entreprise. Et là, l'employeur la supervisait, soit les cours en distanciel qu'elle pouvait prendre, soit le travail personnel qu'elle pouvait faire. Et là, évidemment, je veux dire, c'était une relation très bénéfique pour elle. Et on en a beaucoup. Enfin, elle a pu bien partager avec son employeur et c'était très bien. Après 2 mois de travail un petit peu avec un temps partagé entre le CFA pour la formation et l'entreprise, on a pu réévaluer la situation. Elle a pu augmenter petit à petit un petit peu plus de formation dans le groupe classe, mais elle est toujours restée en temps partagé parce qu'elle a toujours eu cette difficulté pendant ces 2 années de BTS. C'était un peu court pour qu'on puisse la faire passer complètement en temps complet dans le groupe classe, mais certains cours, elle les prenait quand même à la fin sans faire de malaise et elle était quand même beaucoup plus rassurée d'être en cours dans le centre de formation. Voilà. Mais donc, c'était vraiment un travail. C'est vrai qu'on aurait pu, l'employeur aurait pu ne pas nous donner cette possibilité-là. Et c'est vrai que si elle avait été un absentéisme qui aurait augmenté, il y aurait eu une rupture de contrat, évidemment, puisqu'elle n'aurait pas suivi ses cours. Donc, c'était quelque chose de très positif pour cette jeune fille. Après, Sarah va reprendre la parole sur la formation de tuteur. Alors, du coup, Sarah, de la même manière, je vous laisse vous rapprocher un petit peu pour le son. Merci beaucoup. Super, merci. Effectivement, par rapport déjà reprendre les enjeux pour les CFA, donc ça c'est des données AGFIF, hein, c'est pas nous qui les avons consolidées, mais au niveau du taux de rupture, donc c'est un taux de rupture qui est un peu similaire avec le taux de rupture normal, sauf que quand on va analyser le pourquoi, 40% des ruptures de contrat sont liées à un problème de relation avec le tuteur et l'alternant, et ça peut se prévenir. Donc, pour les CFA, c'est important de savoir qu'ils peuvent diminuer leur taux de rupture à partir du moment où le tuteur se sent équipé. Accessoirement, c'est aussi important pour la fidélisation entreprise, puisque c'est un accompagnement de la relation tripartite. Pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément de référent handicap, le fait qu'il y ait un référent handicap dans l'école qui va pouvoir aussi échanger avec l'entreprise, c'est toujours un avantage. Et on reste persuadé au niveau de la CCI que derrière le handicap
se cachent de véritables atouts sur la différence. Donc, on peut vraiment apprendre à identifier de nouveaux talents. Si on continue. Donc, nous, ce qu'on dit aux tuteurs, comme on sait qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas annoncer leur handicap, après discussion avec Sophie, on s'est rendu compte que notre formation ne pouvait pas faire qu'une formation orientée être tuteur d'une personne en situation de handicap, parce que c'est oublier qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser le dire. Donc, on a intégré dans la formation tutorale qu'on propose, justement, ces clins d'œil au handicap, et on précise que, en fait, il y a deux grands avantages d'accompagner pour le tuteur une personne en situation de handicap. Alors, il y en a beaucoup plus, mais deux grandes familles. Déjà, ils vont devoir explorer leur expertise, puisque quand on est expert, on part souvent dans des automatismes et on a une façon de bien faire. Et la personne en situation de handicap va nous challenger sur notre façon de faire notre métier. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, on peut découvrir de nouvelles façons de bien faire. C'est source de créativité et d'innovation. Et deuxième point qui est très important, c'est au niveau accélérateur de compétences transversales. Tout à l'heure, on a parlé de manager. Il n'y a pas meilleur manager que celui qui sait bien intégrer une personne en situation de handicap. Non seulement il doit faire preuve de peut-être, j'ai envie de dire, de plus de pédagogie, pas 100% plus, mais justement savoir quelle va être la façon d'aménager sa transmission pour être sûr qu'elle soit bien reçue. Au niveau du relationnel, il va falloir qu'il réfléchisse, qu'il interagisse vraiment avec les personnes pour que la personne se sente intégrée comme les autres. Et ça, c'est très important. Une personne en situation de handicap n'aime pas forcément qu'on la traite différemment et qu'on la pointe. Elle veut juste être traitée comme les autres, mais en prenant en considération de son côté unique, entre guillemets, de ce qui la différencie. Et ce côté relationnel qui va être un accompagnement personnalisé sans forcément mettre de côté, à part, c'est un challenge pour un manager qui peut, justement, dont il doit faire preuve. Et le côté managérial, c'est l'organisation. Sophie vient de parler d'un exemple où des fois, il faut juste adapter son accompagnement et son organisation pour optimiser les résultats. Si on peut passer à la slide suivante. Du coup, pourquoi l'alternance, ça serait un contrat idéal par rapport au handicap dans les arguments qu'on peut utiliser en tant que CFA, mais aussi en tant qu'entreprise, c'est que l'apprentissage notamment, donc il est accessible tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap, c'est une obligation de moyens et pas de résultats. C'est-à-dire que l'apprenti, il peut grandir, il peut monter, cette fameuse relation tripartite avec le socle commun, il peut monter, il peut gravir sa montagne progressivement sans avoir une pression en plus et il bénéficie d'un accompagnement poussé puisqu'un tuteur, on l'a pas, quel que soit notre statut dans l'entreprise, c'est un avantage. Si on peut passer à la suite. Et donc, nous, dans notre formation, ce sur quoi on insiste, il y a eu des exemples qui ont été présentés un peu plus tôt, c'est sur l'importance de préparer l'arrivée de l'alternant avec l'équipe, sur le fait de penser à présenter la démarche handicap. Donc ça, c'est quel que soit l'apprenti qu'on va recevoir, lui dire qu'on est déjà sensibilisé à la situation de handicap pour justement ouvrir une porte pour ceux qui n'osent pas. Adapter son accompagnement, bien évidemment. Et dans les missions qui sont attendues sur le rôle de maître d'apprentissage, c'est de communiquer avec le CFA. Donc, encore pour prendre un exemple qu'on a eu dans nos formations, puisque des fois, on a du coup, suite à ces échanges, des maîtres d'apprentissage qui disent « Oui, moi, d'ailleurs, j'ai une étudiante, elle n'a pas pu faire reconnaître sa dyslexie et ça se passe très mal. » Donc, un emploi support. Où elle dit, c'est simple, comme elle fait des fautes d'orthographe tout le temps, je lui ai demandé de continuer à refaire plus de comptes rendus. J'ai focalisé son activité sur les comptes rendus. Donc là, on vous a mis un exemple de ce que représentait la dyslexie pour quelqu'un. Alors, il y a plusieurs types de dyslexie, soyons précis, mais là, concrètement, quelqu'un qui est dyslexique, choisir d'orienter son accompagnement sur de l'écrit, sur des comptes rendus, c'est ne pas lui donner les clés de la réussite. Et c'est à ça sert justement de sensibiliser les tuteurs et de leur dire qu'ils ont des interlocuteurs. Interlocuteurs à la fois au sein du CFA quand on est sur de plus petites structures, mais également dans l'entreprise, fonction des structures et des moyens mis à disposition. Et je pense que par la suite, nous allons avoir aussi d'autres sources d'accompagnement qui vont être données par les autres interlocuteurs. Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Oui. Ah oui, juste après, pour ceux qui le souhaitent, on met en place une veille au niveau du département. Donc, dans la veille, c'est vraiment sur le rôle de tuteur et on fait des clins d'œil sur le handicap, s'ils le souhaitent, s'ils souhaitent s'inscrire. Voilà. Super. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce témoignage très très riche et bien illustré. Et ça, c'est vraiment important pour qu'on puisse bien voir comment la relation justement avec l'entreprise a son importance et comment, grâce à ça, vous l'avez dit, on peut donner les clés de la réussite. J'aime beaucoup cette vision et surtout prévenir les taux de rupture. On sait que c'est quand même un des plus gros challenges. Accompagner les contrats pour qu'ils soient sécurisés et qu'ils arrivent au bout et plein succès pour l'entreprise, l'alternant et le CFA. Donc, merci beaucoup pour ça. Je vous laisse maintenant, du coup, éteindre votre caméra et votre micro. On vous fera savoir, du coup, s'il y a des questions pour vous. Est-ce que peut-être, du coup, Chantal, il y a des questions pour ces dames? Pas de questions pour le moment. Ça a été vraiment clair. Merci beaucoup. Du coup, quelques bonnes pratiques qui ont été remontées pendant les groupes de travail. Hein, on vous l'a déjà dit sur les autres webinaires, mais là, on vous le redit, le travail a vraiment été initié en partenariat avec les CFA et il y a des réflexions des groupes de travail qui sont portées sur les différentes thématiques, enfin, sur le handicap en général, et c'est comme ça qu'on a déterminé ces différentes thématiques de webinaire. Et parmi les bonnes pratiques qui ont été échangées, il y en a certaines qui ont déjà été illustrées du coup dans les témoignages que vous venez d'entendre qui étaient très riches. Donc, il y a le fait d'identifier dans les outils informatiques justement les statuts de bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour que la mise en relation avec les entreprises soit facilitée. Là, on l'a vu avec le témoignage notamment de Margot Dacosta et Loïse Legris tout à l'heure, le fait de bien repérer les étudiants, du coup de bien les connaître, de bien les identifier dans le système, ça a après pour vertu de pouvoir bien accompagner le recrutement derrière dans les profils que vous allez proposer aux entreprises. Ensuite, partager du coup avec les référents handicap des entreprises. Là, on a vu dans les deux témoignages à quel point c'est essentiel que, de par les exemples qui ont été donnés, on a vu à quel point ça pouvait solutionner des situations qui peuvent devenir périlleuses pour le suivi en entreprise ou pour le suivi de la formation. Donc, on voit bien que le dialogue ou par fiche navette avec le projet d'accompagnement ou par contact régulier est vraiment essentiel. La création d'un plan d'accompagnement à destination des tuteurs et des maîtres d'apprentissage, là encore, on a vu que s'appuyer sur des outils peut vraiment faire la différence et du coup, ça permet la passation, que ce soit en interne dans le CFA, par exemple, avec même les équipes pédagogiques, ou justement à l'externe dans cette relation entreprise pour qu'il y ait vraiment une passation d'informations, une communication, un pont qui s'établit et qui peut sécuriser le parcours. Alors maintenant, nous allons passer à l'étape suivante avec l'apport de Cap Emploi. Donc là, je vais demander à François Demaillard de bien vouloir allumer son micro et sa caméra. Bonjour François, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et du coup, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet ensemble, je te laisse te présenter. Alors, je suis le référent sur les contrats en alternance pour le Cap Emploi de Paris. Je ferai une présentation un petit peu après sur le Cap Emploi de Paris, plus en détail, et sur l'alternance. Très bien, merci beaucoup. Du coup, selon toi, quels sont, et en complément du coup des témoignages qu'on a pu entendre là et les apports des différents CFA et entreprises, selon toi, quels sont les points d'appui que les CFA peuvent avoir grâce à Cap Emploi? Quelles sont peut-être les stratégies que les CFA peuvent développer pour accompagner les entreprises justement dans le recrutement des alternants? Peut-être il y a aussi des outils que tu peux nous partager. Je te laisse la parole. N'hésite pas pareil à me dire quand est-ce que je passe à la slide suivante pour fluidifier du coup ta présentation. Voilà, alors je vais présenter les éléments effectivement au fur et à mesure. Voilà, si tu peux faire apparaître la première page. Je vais d'abord vous parler de l'organisation du Cap Emploi de Paris et des Cap Emploi. Donc, donc les Cap Emploi font partie du service public de l'emploi. Leur intervention est déjà financée, donc il n'y a aucun financement à produire. Nous intervenons d'ailleurs au sein du Pôle emploi
mais également chaque Cap emploi en Île-de-France a un référent alternance qui peut intervenir aussi auprès des CFA, à savoir que selon le Cap emploi, le référent alternance aura plus ou moins de temps. Sur Paris, nous avons un peu plus de temps. Dans d'autres départements, cette mission, compte tenu des autres missions, a peut-être moins de temps, en tout cas, il y a moins de temps pour le chargé de mission. Alors, on n'est pas les seuls acteurs, bien sûr, il y a aussi les missions locales qui font partie du service public de l'emploi. Donc, Pôle emploi, Cap emploi, mission locale. Et donc, je vais présenter notamment le Cap emploi de Paris et je ferai des petits focus sur les autres Cap emploi. Notre cas d'intervention, service public de l'emploi, voilà, et on va intervenir au sein du Pôle emploi, mais on va intervenir aussi, donc dans la partie insertion, mais on va intervenir aussi sur l'accompagnement des personnes qui sont déjà salariées, notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi ou dans le cadre de la formation du conseiller en évolution de formation. Qui sont les publics auprès de qui on va intervenir? Ce sont les personnes qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc majoritairement des personnes qui ont une RQTH, reconnaissance qualité de travailleur handicapé, également des personnes qui ont une rente, une pension invalidité, etc. Pour les employeurs, on va intervenir auprès de tout type d'employeurs, privés, publics, quelle que soit la taille, c'est-à-dire qu'ils soient dans l'obligation d'emploi ou pas. Je te propose que l'on passe à la slide suivante. Donc, sur l'alternance, on peut intervenir directement ou en coopération avec les conseillers du Pôle emploi, sachant qu'il y a un conseiller Cap emploi dans chaque agence Pôle emploi, sachant que les personnes peuvent être suivies par des conseillers Pôle emploi. Et donc, on peut intervenir auprès de ces publics-là, en coopération avec les CFA. Également, des CFA peuvent, pour Paris, m'adresser des personnes, notamment des Parisiens, sur une demande d'évaluation et également des non-parisiens pour de la mise en relation avec les entreprises. Donc, je parle d'alternants en recherche, reconnus travailleurs handicapés. Je vais vous exposer après ce que je fais. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut intervenir sur des aspects de validation du projet, sur des aspects de recherche. Quand j'ai quelqu'un qui va rechercher une formation qui m'est envoyée par le Pôle emploi, je peux lui suggérer, je peux lui conseiller des CFA. Et puis, si c'est un CFA qui m'adresse une personne, naturellement, ça va être uniquement la mise en relation avec les entreprises et les conseils que je peux apporter sur la recherche d'emploi. On va apporter justement, on a une expertise, tout ça sera détaillé un petit peu plus après par Olga, sur la situation de handicap, sur la question de l'évaluation, la question de conseil sur les financements, la question des besoins de compensation, de la mise en place de compensation. Je vous citerai quelques exemples. Donc, il y a la partie conseil pour les centres de formation qui est important. J'ai parfois des centres de formation qui sont un peu désemparés devant le comportement particulier de certaines personnes ou qui comprennent très bien la difficulté mais qui n'ont pas les moyens d'accompagnement. Nous, on a la possibilité de mettre en place, avec notamment le dispositif financé par la GFIP, des prestations d'appui spécifiques. Il va y avoir des experts qui vont intervenir. Je vais vous citer un exemple précis sur l'évaluation du handicap, sur l'identification des adaptations, donc des besoins de compensation et sur l'accompagnement. Donc, j'ai par exemple une jeune femme que j'accompagne qui est à l'APEC, qui a 22 ans, qui prépare un Master 1, qui a une difficulté à un trouble de la famille des troubles 10, donc un trouble neurodéveloppemental, et qui a une difficulté importante d'organisation dans son travail. Donc, le manager, au départ, passait beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai échangé avec la mission handicap, j'ai échangé avec le CFA, j'ai mis en place, j'ai échangé bien sûr avec la personne, on a mis en place une prestation d'appui spécifique qui comportait une évaluation pour comprendre quel était son trouble et quels étaient les impacts sur son travail. Suite à ça, le manager a mieux compris le fonctionnement de la personne et s'y est mieux adapté, en regardant effectivement ce qui était tout à fait pertinent tout à l'heure, les points forts sur lesquels elle pouvait travailler et sur les points faibles ou les difficultés, de ne pas trop insister. Et d'ailleurs, cet aspect a été facilité par la compréhension effectivement qui a été donnée par le responsable, par l'accompagnant du prestataire, par le prestataire, mais également, à un moment donné, le manager a dit « Moi, ça, j'arrive pas à communiquer ça, est-ce que vous pourriez lui expliquer ?» Le prestataire, qui est un psychologue spécialiste dans les troubles cognitifs, a pu expliquer à la personne selon la manière de fonctionner. Et là, par exemple, je l'ai missionné à nouveau pour qu'il intervienne
pourquoi je dis moi, je l'ai missionné, pas le CFA, c'est que les prestations d'appui spécifiques, c'est le service public de l'emploi qui va les mettre en place. Donc, je les mets en place en collaboration avec le CFA et l'employeur. Et à ce moment-là, la deuxième dimension aujourd'hui, c'est que à la fois dans l'emploi ou à la fois dans le CFA, elle rencontre des difficultés. Alors, il y a eu déjà un travail de fait avec le CFA, mais on va travailler sur les cartes mentales. On va travailler sur des techniques appropriées à son apprentissage, parce que le par cœur chez elle est difficile. Ce qui a du sens, les plus. Voilà. Donc, on fait du sur-mesure. On a des moyens tout à fait intéressants. J'ai une personne que j'accompagne avec un CFA qui a un trouble du spectre autistique. Le CFA avait bien compris cette difficulté, mais n'avait pas les moyens humains ou techniques ou en termes de ressources, de compréhension pour accompagner cette personne. On a mis en place un accompagnement qui facilite les choses. Voilà. Donc, on a des solutions sur mesure. On peut avoir aussi des CFA qui se disent, mais comment je vais mettre en place un fauteuil ergonomique pour un candidat. Ça peut paraître simple, mais ça peut paraître compliqué parce que des fauteuils ergonomiques, vous en avez plein, évidemment. Si on achète un fauteuil ergonomique et que 2 mois après ou 1 mois après, on s'aperçoit que c'est pas le bon, c'est quand même un coup d'épée dans l'eau et on va devoir reprendre les choses. Donc, nous, on est en relation avec des fournisseurs qui peuvent prêter un fauteuil, qui peuvent avoir une compétence particulière et après, chose que vous connaissez, puisque beaucoup d'entre vous ont suivi les webinaires, mais il y a les financements avec l'OPCO, il y a les financements avec la GFIP, tout ça va peut-être un petit peu précisé par la suite, mais parfois, quand on est né dans le guidon en tant que référent avec plein d'autres sujets, on peut se référent en handicap en CFA, on peut se poser la question, mais là, comment je peux faire voilà. Eh bien, à la fois, on va voir que la GFIP peut apporter un renseignement, c'est son rôle, mais à la fois, un acteur de proximité comme un Cap Emploi peut aussi vous apporter aussi son point de vue et un partage d'expérience. Donc, on peut apporter des conseils sur les dispositifs, on peut apporter des éléments très pratico-pratiques sur la recherche de solutions et la mobilisation d'actions. Alors, sur le placement d'entreprise, je vais revenir après plus en détail, mais pour les personnes, on s'aperçoit qu'il y a, pour moi, je vais schématiser très succinctement les situations comme je les vois. On va avoir des personnes, comme j'ai eu dernièrement, le candidat rêvé, si je peux dire, d'une entreprise, quelqu'un qui a 22 ans, qui prépare un Master 2, qui a une maladie qui n'est pas gênante pour le travail. Lui, je l'ai diffusé à la fois à des entreprises, je l'ai diffusé à des cabinets de recrutement. 3 jours après, il est embauché. Parce que excellent profil. Ce n'est pas la majorité des profils que l'on a, et ça vous le savez bien, sinon la question ne se poserait pas sur l'insertion. J'ai des profils notamment qui sont un peu moins comment dire, habituels pour les entreprises, un parcours un peu plus alambiqué, une personne qui a 45 ans, donc il va y avoir 2 aspects. Il va y avoir, dans certains cas, effectivement, pour un manager, ce n'est pas le profil. 90% des alternants, des apprentis, ont moins de 26 ans. 50, à peu près 60% des apprentis, d'ailleurs, ont entre 21 ans et 25 ans. Donc, il y a 2 aspects sur cette, et autour de 60% des apprentis, c'était les chiffres que donnait la DRIETS il y a quelques jours, sortent soit des études, soit déjà d'un contrat d'apprentissage. Donc, on a parfois des profils qui sont plus atypiques, c'est-à-dire qui se reclassent. Qui ont eu un parcours sans activité ou en dents de scie, qui sont plus âgés. Donc là, il va falloir déjà apprendre à ces personnes à mieux se présenter si c'est nécessaire. Bien sûr, des personnes sont tout à fait naturelles dessus. Voilà, mais parfois, il faut rassurer aussi au-delà de la présentation, il faut suivre, parce que une recherche d'emploi, et j'avais un jeune homme qui me disait, heureusement que j'ai été en relation sur des salons, que mon CFA m'a accompagné, que vous m'avez accompagné, parce que depuis mars, il cherchait et il a trouvé un poste récemment suite à un salon sur lequel j'ai mis en relation. Il a été en relation avec un des employeurs que j'avais dans cette organisation de job dating que j'ai mis en place. Il me dit, mais que ça a été fastidieux. Voilà. Et donc, il s'agit d'encourager les personnes, de les rassurer, donc de les rendre compétents pour les entretiens, ça c'est un aspect. Deuxième chose, aussi de les accompagner pour pas qu'ils lâchent les bras.
Deuxième chose, la question des entreprises. Nous, on a de nombreuses entreprises qui nous sollicitent. On va gérer des offres. Je vais envoyer des books de candidature parce qu'on s'aperçoit, et je vais apporter un petit détail ensuite, finalement, on a des entreprises qui sont très volontaires. Je travaille avec des chargés de recrutement qui sont très volontaires, parfois des managers qui le sont un peu moins, parfois des managers qui sont très volontaires. Là, il faut les choisir pour l'année suivante. Il faut faire une fidélisation aussi, bien sûr. On va voir qu'il y a aussi des stratégies pour faire évoluer les choses. Alors, je te propose qu'on passe à la scène suivante à ce niveau-là. Quelques conseils sur la recherche alternance. Donc, sur l'accueil, ça a été très bien dit. Il faut bien connaître les personnes. Parce que si moi, je présente à un employeur un candidat sans bien le connaître, évidemment, je ne suis pas crédible et je prends quand même un petit risque. Deuxième chose, bien comprendre quelles sont les difficultés des personnes nous permet d'être plus pertinents pour les accompagner et mettre en place des solutions mieux adaptées. Ça peut être un manque de confiance, ça peut être une situation de handicap, ça peut être un manque de compétences. À des moments, j'ai des personnes, moi régulièrement, qui me disent « je voudrais être secrétaire médical ». Je leur dis « très bien, quel est votre niveau d'orthographe ?» Je m'aperçois que ce n'est pas terrible. Je sais très bien que même si elles étaient retenues sur une formation, trouver un employeur serait extrêmement difficile. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il y a comme situation? Je me dis, est-ce que vous pouvez progresser? L'orthographe, c'est un peu plus complexe, mais en bureautique, c'est plus simple de progresser. Revoyez vos cours, voilà. Donc, bien comprendre la situation de la personne pour identifier ses points faibles, ses points forts. Apporter des éléments correctifs à ce niveau-là avec la personne. Accompagner la personne sur ses recherches, sur son intégration. Ça, c'est votre rôle en tant que référent handicap. Donner confiance à la personne. Et pour moi, il y a un aspect qui est important. Quand on a recruté des personnes et avec qui ça s'est mal passé, je ne parle pas de personnes qui ont travaillé handicapées, on s'aperçoit qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect compétence, mais il y a l'aspect fiabilité de la personne. La question de la moralité. La question, quand je dis moralité, je ne me base pas du tout sur un critère moral, mais est-ce que la personne va respecter le contrat qu'on lui donne? Voilà, la question de la fiabilité. Et ça, ce que disait tout à l'heure Héloïse, des managers vont dire « Ah, c'est une personne qui m'intéresse ». La question de la compétence, elle peut être présente. Donc, cette partie-là, elle ne va pas se voir sur le CV. C'est aussi la promotion que vous allez pouvoir faire, la confiance que vous allez donner à un recruteur. Moi, j'ai des personnes qui, sur le papier, effectivement, ne passent pas. Quand j'appelle un employeur, je ne dis pas que ça marche à chaque fois, je sais très bien qu'il y a plus de probabilités. Alors, la recherche d'alternance par le CFA, bien sûr que c'est ce que je disais, ce que nous on fait, mais ce que vous faites aussi, apporter des conseils sur parler du handicap. Quand moi j'ai quelqu'un qui me dit en entretien, je dis au recruteur que j'ai une dyspraxie, je lui dis alors vous avez une chance sur deux pour que le recruteur il ouvre Wikipédia, il se dit ah ouais, problème d'organisation. J'ai bien fait de l'écouter, je ne vais pas la recruter. Alors, je plaisante en disant ça parce que évidemment qu'il y a des recruteurs qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus compétents et les formations le sont là pour ça. Mais il vaut mieux dire les contraintes, si je peux dire, qui soient propres, les points forts, etc. Donc, ça se prépare, parler du handicap. La question des aides financières, qui sera évoquée tout à l'heure par Olga, pour la GFIP, sont importantes de venir sur des salons. Voilà. De prendre en compte les salons qui soient aussi organisés par les Cap Emploi, par le service public, par un ensemble d'acteurs, le handicap, d'autres. Voilà. Donc, que les gens aient beaucoup de points de contact avec les entreprises. Dans la relation entreprise, il y a effectivement vos entreprises partenaires, essayer d'identifier des personnes plus ouvertes sur la question du handicap. La question de fidéliser ces personnes, la question de les identifier pour l'année suivante. La question de bien les accompagner, bien sûr. Il y a évidemment la question des missions handicap qui sont évidemment au cœur du sujet. Voilà. Alors, la recherche avec les partenaires, Cap Emploi, eh bien, moi, quand j'ai des candidatures, je reçois beaucoup d'offres d'entreprise. Je vais analyser la candidature qui m'est transmise, par exemple, par un CFA. Et à ce moment-là, je vais apporter des conseils à la personne et la présenter à les entreprises. Moi, la moitié des apprentis que je place sont des apprentis qui sont envoyés par des CFA. Donc, n'hésitez pas à me transmettre vos candidats quand ils sont reconnus travailleurs handicapés, avec CV,
Un petit topo, même si après je reviendrai vers vous, je reviendrai vers la personne, sa RQTH et son projet de formation. Son projet de formation, c'est quelle formation, quel rythme, quelques éléments de ce type-là. Conseiller aux personnes de diversifier leur candidature en les envoyant auprès des associations pour les étudiants comme l'Arpège, Tremplin et la FEDE, alors c'est 100% dynamique, les cabinets de recrutement, d'être présents sur le site de la GFIP. Donc, diversifier les possibilités de points de contact avec les employeurs. Tout à l'heure, Margot parlait effectivement de cabinets de recrutement. Évidemment, par exemple, vous avez Acticea qui peut être un relais pour vos candidats vers les entreprises. Donc, diversifier les points de contact. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Merci. Donc, quelques éléments pour optimiser le recrutement. Donc, il y a la question des avantages financiers, il y a la baisse de la contribution, il y a les aides de l'État. Évidemment, les 6 000 € sont valables quel que soit l'âge, dans le cas de l'apprentissage. Parfois, certaines entreprises pensent que c'est limité à 30 ans ou à 29 ans révolus. Voilà, pas de limite d'âge pour les 6 000 €. Quel de contrat d'apprentissage? Voilà, en tout cas, la question des 6 000 €, c'est uniquement si l'entreprise, au-delà de 250, il n'y avait pas droit. Mais sinon, par rapport à la RQTH, pas de limite d'âge et droit à l'aide de 6 000 €. Voilà, les aides de la GFIP qui vous sont présentées, les aides du FIP pour la fonction publique qui sont extrêmement significatives. 80% de prise en charge du salaire par le FIP à ce niveau-là. La baisse de la contribution pour une entreprise de 50 salariés, c'est 4 000 €, 4 600 € pour une année. C'est pour quelqu'un qui a plus de 50 ans, on va majorer ça de 50%. Donc, on a une baisse d'à peu près 6 500. Donc, c'est des sommes assez significatives, voilà, sur lesquelles je peux vous envoyer des documents. D'ailleurs, j'envoie régulièrement des documents à un certain nombre de CFA. Peut-être que parmi vous, certains l'ont reçu pour avoir des informations. Alors, vous les avez par ailleurs, hein, bien sûr, par l'OPCO ou par la GFIP. Alors, les adaptations, mieux la personne a une évaluation de ses capacités et plus elle peut les préciser, plus ça sera clair. Voilà, la définition des adaptations, la question de l'accompagnement dans le cadre des prestations d'acquis spécifiques, c'est extrêmement important sur ces solutions. Un candidat qui a un trouble de dyslexie, un employeur, comme c'est le cas, je vous disais, pour l'APEC, eh bien l'APEC est ravi et la fois prochaine, ils seront plus à l'aise pour intégrer une personne avec un trouble un petit peu particulier parce qu'ils auront une expertise qui les accompagnera. La question des formations et des stages, bien sûr, il y a des POE, alors des formations en groupe, il y a des financements individuels, il y a des immersions professionnelles. Donc tout ça, ce sont des outils qu'on peut mettre en place pour favoriser le recrutement. Alors, je me dépêche hein, parce qu'il me reste 1 minute. L'accompagnement des candidats, eh bien, ce que je disais, le suivi régulier par les CFA, rassurer la personne, détecter les points, mettre en place des solutions, des ateliers collectifs, c'est très important. Si on peut le faire, moi j'ai mis en place un atelier collectif parce que je me suis aperçu que j'avais une dizaine de personnes qui avaient des difficultés très importantes parce qu'elles manquaient de confiance. Moi je me rappelle très bien quand j'ai fait mes recherches, j'ai participé à des ateliers collectifs de recherche d'emploi avec mis en place par le Pôle emploi. J'ai mis un atelier collectif de recherche d'emploi où les gens sont une fois par semaine et vont tisser des liens et vont se mobiliser. Donc, il peut y avoir des choses assez simples à faire, notamment, il y a beaucoup d'outils avec le Pôle emploi qui sont mis en place, ou les Cap emploi. Sur la question des techniques de recherche d'emploi, parfois, je vois des CV qui sont pas suffisamment adaptés. On sait que le CV, il est essentiel dans la recherche d'emploi. Quand j'ai juste le poste en haut et que la personne a été carreleur toute sa vie, et que quand j'interroge la personne, elle me dit « Mais non, mais ça fait 10 ans que je suis baigné dans l'informatique. » Je dis « Mais mettez vos compétences, ayez un CV attractif, sinon il ne passera pas. » Alors, c'est là où là, il y a des points qui peuvent vous paraître évidents, mais soyons vigilants sur ce point d'accès à l'entreprise. Le CV, c'est la première porte d'entrée. Après, quand on est en entretien, c'est différent, on peut se défendre. Voilà. Alors, je dis des choses qui sont terriblement évidentes, hein, voilà. Mais point de vigilance sur ces aspects-là. La question aussi, bien sûr, on a des gens qui ont peur de présenter leur RQTH. Il ne s'agit pas d'insister, l'important c'est que la personne soit là. Mais il s'agit aussi de rassurer, de voir pourquoi dans une entreprise, cette entreprise serait plus ouverte et cette entreprise serait moins ouverte, en regardant ce qu'est une mission handicap, en regardant les témoignages et les interviews qu'il peut y avoir. Donc voilà, et donc bien sûr, l'appui des partenaires, Cap emploi, Pôle emploi et les associations handicap. Alors sur la relation entreprise,
et je termine dessus. Il y a des acteurs pour favoriser la sensibilisation. Je parle des entreprises taille moyenne. Regardez les entreprises qui ont des accords, bien sûr, il y a une sensibilisation beaucoup plus forte. Mais la GFIP a des actions. Les OPCO ont des actions. Cap Emploi peut intervenir. Moi, j'interviens 2 fois devant des parterres de recruteurs ou de managers pour expliquer le recrutement. Voilà. Il y a la question de la question des modalités de relation, c'est adapter son effort à la probabilité de recrutement. Moi, j'envoie un book. Pourquoi? Parce que j'ai plein de recruteurs. Si je passais tout mon temps à vouloir leur expliquer, j'aurais une probabilité très faible de recrutement. Si j'ai un recruteur que je sais engager, je vais l'appeler, je vais lui expliquer le profil, je vais passer un quart d'heure, 20 minutes à argumenter. Et ça, je ne peux pas le faire avec tous. D'autres, je vais envoyer un book, il est diffusé, et je vais avoir des managers, des recruteurs qui vont me solliciter. J'envoie mon book à peut-être 2000 contacts, je vais avoir une centaine de contacts. Et je sais que ces personnes sont peut-être plus motivées. Voilà. Et il y a promouvoir les profils, ça j'insiste dessus. On peut avoir, et tout à l'heure ça a été très bien dit, un profil qui sur le papier n'est pas aussi, voilà, si moi je le présente avec la confiance que je peux avoir chez lui, avec des compétences qu'il a, peut-être que le recruteur il va se dire ah ouais. Et je prends comme exemple, et je vais terminer dessus, j'avais une personne qui a 45 ans, a suivi un BTS en ESF, économie sociale et familiale, qui est passionné de recrutement. Quelqu'un d'une bonne maturité, et sur le papier, il voulait faire une licence RH, c'est pas forcément le candidat le plus approprié. Quand moi, je l'ai eu en ligne, il m'a convaincu. J'ai un recruteur que je connais qui m'a dit, je recherche un chargé de mission qui ait une certaine maturité en recrutement. Je l'ai appelé, il l'a reçu, il a été recruté. Ça ne m'a pas étonné. Alors, ces cas ne sont pas aussi fréquents, mais il s'agit d'adapter sa stratégie en fonction des résultats possibles. Voilà. Et j'en ai fini. Alors, je crois qu'après, je vais simplement passer à la slide suivante. Pardon, je suis un peu dépassé. Les contacts des Cap Emploi. Au contraire, c'est un très bon lien. Merci beaucoup, François, pour ça. Et il y a une personne qui, dans le chat, a posé la question, justement, et qui disait comment trouver les référents Cap Emploi de notre région. Donc, Chantal a indiqué effectivement, tout à fait justement, qu'on aurait une partie de la réponse, et c'est le cas pour la région francilienne ici. Et sinon, si des personnes de d'autres régions, comment est-ce qu'elles trouvent ces contacts-là? C'est extrêmement simple. Vous tapez sur Google, alors vous avez un annuaire sur la GFIP, mais encore plus simple, vous tapez sur Google le Cap Emploi de votre région, vous les contactez, et dans quasiment tous les Cap Emploi, il y a un référent alternance ou sinon un référent entreprise qui aura des clés de réponse. Donc, rentrez avec le Cap Emploi de votre région qui vous répondra. De votre département. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et j'en profite aussi, j'ai vu passer une autre question sur le livret. Alors, le modèle de livret, Chantal a tout à fait juste. Hein, on va partager tous les documents qu'on pourra sur l'espace dédié sur le site Atlas. Et en fait, c'était… Il y avait une autre question pour monsieur. Oui. Juste celle-ci pour l'aide à la formation individuelle. Donc, oui. Je suppose que ce sont pour les alternants, je ne sais pas. Oui, la question, il y a juste, moi je ne sais pas toi, mais moi je vois marqué pour l'aide à la formation individuelle, je n'ai pas de question plus… Non, ça va être abordé par Olga. Olga va parler des formations, des financements de la GFIP. Bon, écoutez, en tout cas, monsieur ou madame Diasana, si vous voulez préciser votre question pour qu'on puisse du coup la poser à notre intervenante suivante. En tout cas, en attendant, merci beaucoup François pour tous ces éléments très riches de partage. Pareil, hein, tout sera partagé sur l'espace dédié. On y reviendra sur le volet boîte à outils et aussi quelques documents qu'il a pu me partager en amont sur l'aménagement des examens et qui du coup peuvent vous servir dans le cadre de l'accueil d'un alternant en situation de handicap. Merci. Alors, je coupe. Oui. Merci beaucoup. Du coup, sans plus tarder, passons à la suite. Je vais demander du coup à Olga de bien vouloir ouvrir sa caméra et son micro. Bonjour Olga. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je propose que tu te présentes déjà. Écoutez, je suis ravie de participer à ce webinaire.
Beaucoup de choses ont été dites et l'illustration par les témoignages est la plus importante parce que tous ces témoignages sont aux manettes au quotidien de ces publics, des relations entreprises et des difficultés que vous pouvez rencontrer dans des accompagnements qui sont, comme vous le verrez, on ne peut pas les généraliser, ils sont spécifiques. Et il nécessite effectivement de développer, d'acquérir des compétences, de faire du benchmark. C'est grâce à Atlas que vous pouvez effectivement avoir ce type d'échange et enrichir effectivement de l'ensemble de ces expériences pour pouvoir les mettre en application derrière. Donc la GFIP, si on passe au slide suivant et on va essayer d'être très pratico-pratique, nous intervenons en matière d'aide en plus du droit commun. Les dispositifs de droit commun, une personne qui est bénéficiaire de l'obligation d'emploi peut avoir également des aides dans le cadre de sa situation de handicap, par exemple par les MDPH. On intervient également sur l'adaptation du handicap et de l'emploi à travers, on va le voir sur les slides suivants, un ensemble d'aides et de prestations qui vont vous permettre de travailler justement sur ces adaptations. Et surtout, le nerf de la guerre, et on l'a vu, c'est comment sécuriser les parcours professionnels, parce que la sécurisation des parcours professionnels, c'est être gagnant dans un triptyque de l'alternance qui est le bénéficiaire, les centres d'apprentis ou les centres de formation qui font de l'alternance, mais également l'entreprise. Et c'est une subtile alchimie dans la sécurisation de parcours, effectivement de mobiliser, d'anticiper pour justement éviter des ruptures et des expériences qui malheureusement peuvent parfois générer des résistances à pouvoir recruter une personne en situation de handicap. On peut passer au slide suivant. L'offre que propose la GFIP aux bénéficiaires, vous avez ici les 3 catégories de bénéficiaires de nos offres. Vous avez les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes. Elles sont orientées, nos aides, pour aider à construire un projet professionnel en amont avec tous les dispositifs et les outils qu'on met à la main de Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. Trouver un emploi, de la même manière, bien évidemment, se former, puisque nous pouvons intervenir sur des dispositifs de formation en amont, conserver son emploi, et là on est vraiment sur le spectre du maintien, mais qui concerne également toute personne en situation d'alternance, et puis bien évidemment, parfois créer son entreprise, parce que c'est aussi une manière d'être actif. Concernant les entreprises, la GFIP, indépendamment de ses aides et de son offre, nous avons quand même, moi je suis chargée de mission au sein d'une direction au siège de la GFIP, je suis chargée de mission dans la relation entreprise, également dans le partenariat avec les OPCO, puisqu'on est cofinanceur de certaines actions pour pouvoir booster le sujet du handicap au sein des branches d'Atlas, par exemple, et d'autres OPCO, mais on a également un rôle d'accompagnement des entreprises dans leur politique d'emploi. Et on va travailler avec les entreprises sur différents volets, c'est à voir comment elles s'organisent autour du sujet de l'emploi des personnes en situation de handicap. Et on a un discours et un principe toujours avec elles de réalisme, que l'alternance est un levier essentiel pour pouvoir répondre à leurs besoins de recrutement pour des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et on intervient, on accompagne également les entreprises pour maintenir leurs salariés qui pourraient être touchés par des problématiques de santé dans l'emploi. Mais ça ne suffit pas. Et on est là également pour vous accompagner à travers des aides qui vont vous permettre d'adapter un parcours de formation, parce que comme on l'a vu à travers les témoignages et l'intervention de Cap emploi, il est nécessaire de travailler sur ces besoins de compensation, ces adaptations de parcours, et il y a eu de nombreuses illustrations. Et puis, c'est développer l'accessibilité, tout ça vise à développer l'accessibilité de la situation de formation. On va passer au slide suivant et on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret qui est des aides. Donc, vous avez l'accompagnement de la GFIP. Il va se situer sur, je dirais, plusieurs sphères, plusieurs axes. D'abord, nous avons mis en place des outils pour vous professionnaliser sur le sujet du handicap, de telle manière à ce que vos référents handicap, lorsqu'ils sont sur cette activité-là,
puisse être dans une zone beaucoup plus confortable pour aborder ce sujet-là, se professionnaliser. Et vous le verrez, on a, à travers notre réseau d'échange de pratiques, mais également nos modules de professionnalisation, la possibilité de vous accompagner sur la sphère de la professionnalisation sur le sujet du handicap. On l'a vu, on a également des prestations, et on vient d'en parler, des prestations qui vont vous permettre de poser un diagnostic des besoins de compensation, parce que tout ça, c'est ce qui va travailler, c'est ce qui va permettre de travailler sur la sphère de la sécurisation du parcours également. On va avoir des aides à l'embauche pour l'entreprise, mais tout ça est complémentaire, et puis le fameux réseau. L'idée aussi qu'a évoqué tout à l'heure Caroline, et j'ai entendu quelque chose de très très important, c'est de rendre visible l'accompagnement que vous faites sur la sphère du handicap. Plus cet accompagnement au sein de vos CFA est visible, il est identifié par les alternants que vous allez recruter, plus ça va faciliter également le fait de déclarer sa situation. Parce qu'il va y avoir une curiosité sur un référent handicap dans un CFA, que peut-il m'apporter? Et donc la communication, elle fait partie intégrante de l'axe, d'une part, reconnaissance, qui va vous permettre d'anticiper, mais également de mobiliser l'ensemble des acteurs qui peuvent vous accompagner dans le diagnostic des besoins de compensation. C'est pour ça qu'il est primordial que la mission handicap, une fois que vous avez mobilisé tous les moyens que peut mettre en place l'OPCO, mais également la GFIP et ce que vient d'évoquer mon collègue et partenaire de Cap Emploi, vous pourrez mobiliser l'ensemble de ces éléments pour renforcer votre compétence et être plus agile. Surtout, on l'a vu à travers différents témoignages, il y a des similitudes, il y a un process d'identification, il y a des outils, mais derrière, chaque cas est un cas unique. Donc, les trois types d'aides, nous avons, alors, vous les trouverez dans un document, vous l'avez sur la présentation, qui s'appelle l'offre de service de la GFIP, où l'ensemble des aides sont recensées, d'une part pour les organismes de formation, mais ce qui peut être intéressant pour vous également, en tant qu'organisme de formation, ou CFA bien évidemment, c'est de pouvoir connaître les aides aux personnes, parce que ça va aussi être une partie intégrante de la sécurisation du parcours et surtout de la mise en place des besoins de compensation. Et puis, nous avons des aides, il y en a plusieurs, j'en ai identifié dans cette présentation, celle qui me semblait intéressante. Pourquoi? Parce que lorsque vous recrutez un alternant, il y a toute la phase dont a parlé précédemment François, c'est de pouvoir rassurer l'entreprise, d'une part sur cette capacité que vous avez à être un partenaire qui va permettre d'acquérir des compétences, qui va permettre aussi, et on le sait aujourd'hui, d'acquérir les codes socio-professionnels des secteurs d'activité parce que c'est extrêmement important, mais également de travailler dans un réseau qui va justement sécuriser le recrutement pour l'entreprise. Et donc, sans être un expert de tous les outils que met la GFIP, ou de toutes les aides plutôt que met la GFIP à disposition de l'entreprise, en tout cas, vous pouvez, si on retient ces aides-là, ça permet aussi de rassurer, indépendamment de l'expertise et puis de tout l'accompagnement que vous faites autour de l'alternant et de cette relation avec le tuteur et l'entreprise, de quelle manière vous êtes réellement partie prenante de la sécurisation du parcours. Et on a effectivement, pour les personnes, alors vous devez certains d'entre vous la connaître, on a l'aide à l'adaptation des situations de formation, et là vous le verrez, on va voir en détail ce que comprend cette aide. On a pour vos bénéficiaires, si c'est nécessaire, des aides au déplacement et à la compensation du handicap. Dans certains secteurs d'activité, un véhicule est indispensable. Il y a des aménagements spécifiques. Ça peut être le véhicule personnel, mais il peut y avoir aussi des aides au déplacement qui sont nécessaires pour se rendre au CFA ou à l'organisme de formation. Et là, elles sont mobilisables. L'aide à la prothèse auditive, qui est important, on l'imagine bien. Et ça veut dire que
en l'absence de moyens financiers, cette aide peut permettre aussi à un apprenant qui ne s'est jamais appareillé de pouvoir mobiliser l'aide auprès de la GFIP. Toutes les aides qui touchent la sphère de la compensation du handicap et les aides humaines à la compensation. Pour les entreprises, effectivement, il y a l'aide à l'embauche en contrat d'apprentissage, on va voir les montants, et l'aide au contrat de professionnalisation. Et puis, elles peuvent mobiliser effectivement, une fois que l'alternant est en place, fort de l'expérience et de ce que vous avez mis en amont sur tous les besoins de compensation, voir effectivement une fois dans l'entreprise tous les aménagements de situation de travail qui peuvent être mis en place justement pendant les périodes d'immersion en entreprise. Donc, il peut y avoir des aménagements techniques et matériels dans le CFA, mais également dans l'entreprise. Donc, ça aussi, ça peut rassurer l'entreprise. Et puis, ça peut rassurer et rendre visible ces principes-là. J'ai une question sur les aides. Viennent-elles s'ajouter aux aides OPCO? Alors, je me permets une petite incise pour cette question parce que justement, Olga a évoqué un guide tout à l'heure et dans ce guide très bien fait, en fait, à chaque aide, à chaque fois, sont indiquées les règles de cumul. Donc, vous verrez que chaque aide, du coup, vous pouvez aller voir si elle se cumule ou pas aux aides. Là, pour l'aide OPCO, vous parlez de la majoration du coût contrat, très certainement. La majoration du coût contrat, effectivement, elle vient indépendamment de ce qui est détaillé ici sur l'aide à l'accueil et à l'intégration. C'est autre chose. On vise vraiment deux sphères différentes. Merci Caroline. Donc là, on a vu les aides principales qui, dans l'échange avec les entreprises, le rôle que vous avez effectivement préalable d'avoir sourcé des futurs talents des entreprises, c'est aussi le moyen d'afficher l'expertise que vous avez et bien évidemment l'appui que la GFIP vous apporte également dans cette situation-là. Si on passe au slide suivant sur l'accompagnement, on l'a vu très précisément, les prestations d'appui spécifiques, on les a développées, elles ont été illustrées précédemment et puis vous savez que vous pouvez demander justement la mobilisation d'une prestation d'appui spécifique au Cap Emploi qui va bien évidemment préalablement vérifier la pertinence de la mobilisation de cette aide. Mais je dirais, en complément de ça, indépendamment du fait de vous rendre visibles les différentes modalités d'accompagnement, c'est que vous avez la ressource handicap formation qui est qui est implantée au niveau de toutes les délégations, donc les 14 régions d'Île-de-France. Et puis, bien évidemment, vous avez aussi après l'expertise qu'a développé Cap Emploi tout à l'heure pour tout ce qui est prestations d'appui spécifique. L'appui à la professionnalisation, on l'a vu, c'est-à-dire la mise à disposition pour les centres de formation et les CFA des modules de professionnalisation. Il y a 5 modules de professionnalisation de base selon vos compétences initiales sur le sujet du handicap. Vous pourrez en acquérir peut-être, et je l'espère, de complémentaires. En tout cas, c'est une offre que l'on enrichit régulièrement. Pour les bénéficiaires, eh bien, vous l'avez compris, Pôle emploi, Cap Emploi, les missions locales ont un rôle important. Et puis, ils peuvent venir en complément en mobilisant ces mêmes prestations. Pour les entreprises, la GFIP, effectivement, permet un conseil et un accompagnement sur leur politique d'emploi spécifique. On met à leur disposition des études ergonomiques, c'est-à-dire que quand l'alternant va dans l'entreprise et dans son environnement, l'entreprise, toujours sur cet axe de mise en place de compensation, des besoins de compensation, peut effectivement mobiliser des études ergonomiques. L'espace emploi recruteur, on a un centre de ressources en ligne pour les entreprises, mais je vous invite également à aller voyager dans cet espace où c'est ce que nous appelons chez nous des outils sur l'étagère, mis à disposition, personnalisables, pour pouvoir mener sur différents thèmes qui peuvent effectivement vous intéresser. Ce centre de ressources est accessible en libre service. Et puis, l'appui à la professionnalisation pour les entreprises également. Nous mettons à disposition des modules de professionnalisation, des modules de sensibilisation sur le sujet du handicap pour justement très souvent embarquer un collectif sur les représentations, détricoter toutes les représentations et parfois des visions assez complexes du handicap. Tous les handicaps ne sont
pas forcément difficile à intégrer en milieu ordinaire, hein, mais il y a des représentations qu'il faut parfois donner d'autres prismes de lecture pour que l'entreprise puisse faciliter son accueil. Donc, l'ensemble de cet accompagnement a également pour objectif, vous l'aurez compris, de pouvoir faciliter également les mises en relation que vous allez faire des futurs talents que vous avez identifiés et que vous allez accompagner tout au long de la formation pour acquérir les compétences et être opérationnel au sein de ces entreprises. Le slide suivant. Moi, certains d'entre vous, certainement, en font partie et j'invite le plus grand nombre à en faire partie. On a effectivement le réseau des référents handicap. C'est vraiment un lieu… Alors, il y a l'activité que l'animation que met en place Atlas et tous les outils qu'ils vous mettent à disposition déjà depuis deux années consécutifs. Et on en est ravis parce qu'il vous permet de vous outiller, d'avoir un lieu privilégié d'échange entre pairs. Et ça, c'est essentiel. Le réseau des référents handicap de la GFIP, que peut-il vous apporter de plus? Eh bien, c'est aussi un lieu où vous allez rencontrer des entreprises qui ont une dynamique autour du sujet du handicap pour être innovantes. Et ce sont des lieux d'inspiration, vous qui accompagnez leurs futurs collaborateurs, ou en tout cas, c'est leurs collaborateurs que vous formez. Je pense que c'est un lieu intéressant et inspirant où vous pouvez aussi évoquer avec eux des sujets, la complexité, comme l'a évoqué tout à l'heure mon collègue, de dire on présente une candidature, cette candidature au préalable, elle a une histoire professionnelle, elle a acquis des compétences, elle doit en acquérir d'autres. Comment effectivement, et il a utilisé un terme que je trouve, comment on fait la promotion de ces candidats alors que sur un CV, il y a certains éléments qui ne parlent pas. Et c'est la structure de la mission handicap de votre CFA, cette proximité qu'a tout à l'heure évoquée Caroline dans les outils, cette visibilité de votre mission handicap qui va vous permettre d'être dans l'échange et de pouvoir travailler justement sur la valorisation de ces candidatures qui de par leur expérience, ne sont pas toujours, on va dire qu'elles sont plus difficiles à promouvoir. Alors, je propose que, comme le temps nous est compté, si cela te convient évidemment, peut-être que sur les parties d'aide où justement on a bien fourni le support, on peut peut-être passer un petit peu plus rapidement. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais moi, je suis partante. Par contre, je pense qu'une aide que peut-être les CFA seraient intéressés. Alors, l'aide à l'embauche et au contrat d'apprentissage, on va passer au slide suivant. Oui, ça, vous avez du coup le détail dans le support. On a remis les détails qui sont sur le fameux guide dont on vous parlait tout à l'heure, qui reprend bien pour chaque aide, comment on la met en œuvre, quel est l'objectif, pour qui, comment, vous avez tout. Je vous remontrerai dans la boîte à outils ce lien précieux à garder. Mais effectivement, on peut peut-être se focaliser sur l'aide à l'adaptation des situations de formation avant de reprendre la main côté OPCO sur la suite. Voilà. Cette aide, donc, elle a pour objectif, on l'a dit, de sécuriser vos recrutements. Elle va permettre aux organismes de travailler effectivement sur toutes les adaptations des supports de formation. Donc, vous avez pour qui elle est pour tous les organismes, pour les centres de formation des prestataires de bilan, permettre la prise en compte des besoins de compensation. D'autre part, comment? Eh bien, il faut demander cette aide à la GFIP, bien évidemment, aux délégations régionales, que Caroline a sur le site qui est à votre disposition l'ensemble des coordonnées des délégations régionales. Donc ça, je pense que c'est important. Et si on continue sur cette même aide, le montant, eh bien, on passe au slide suivant. Le montant de l'aide est évalué après analyse de chaque situation dans une logique de stricte compensation du handicap, donc à savoir les obligations légales et puis les dispositifs et puis l'accessibilité qui existe déjà, mais ce qui serait spécifique à chaque apprenant. Les modalités du contenu de l'aide, je ne vais pas vous les énumérer, vous les aurez, mais bien évidemment, ça concerne l'adaptation des supports de formation,
la sensibilisation du collectif de formation, des temps de remédiation et d'appui aux devoirs, et puis des preneurs de notes. D'accord? Le cumul, eh bien, cette aide est cumulable avec les aides de droit commun, la majoration OPCO par exemple, et d'autres aides de services qui seraient dans d'autres sphères propres aux bénéficiaires. Je pense par exemple à des adaptations postes de travail, sièges ergonomiques et autres. L'aide peut être renouvelée dans 2 cas, en cas d'aggravation du handicap pendant le parcours de formation, et puis si effectivement les suites de parcours au sein d'un même organisme de formation, mais dès lors qu'elles se font dans la suite d'un parcours au sein du même organisme de formation. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse rentrer dans plus de détails parce que là, ça devient plus technique, mais en tout cas, vous avez une vision macro, un peu plus que macro, de cette aide dont peuvent bénéficier uniquement les organismes de formation. Ben, merci beaucoup, Olga, pour ces rappels très précieux, hein, parce que là, ça vous donne vraiment un complément argumentaire auprès des entreprises pour les rassurer quand il y a la mise en place d'un parcours avec un alternant en situation de handicap, puisque du coup, vous avez, vous, à votre main, des aides spécifiques pour aménager bien les parcours de l'alternant en situation de handicap. L'employeur a de son côté aussi des aides et incitatives, on l'a vu avec les aides à l'embauche cumulatives, avec les aides exceptionnelles de l'État, et puis des aides à l'accueil et à l'intégration qui peuvent du coup venir en complément de tout cela pour bien sécuriser cette fois-ci le côté insertion en entreprise. Donc on voit bien encore cette dynamique d'aide avec l'intervention de la GFIP qui peut se faire au niveau de l'alternant, au niveau de l'entreprise, au niveau du CFA. Donc on voit bien que chaque partie prenante peut être accompagnée. Pour répondre à une question que je vois dans le chat, qui est sur comment faire partie du réseau des référents handicap. Vous allez voir à la fin de la présentation, je vous ai mis les contacts RHF et les contacts du réseau des référents handicap. Là, vous n'hésitez pas même à aller visiter le site de la GFIP sur le sujet. Vous allez vraiment retrouver les éléments où vous pouvez, par contact mail, rejoindre ce réseau d'information et ce réseau d'ateliers et de formation. RHF, c'est la ressource handicap formation, hein. Oui, tout à fait. Ressources handicap formation pour les CFA et où il y a tous les contacts en fin de présentation. Donc, je vais devoir combien de slides reste-t-il à passer. On n'a plus beaucoup de slides. Il y en a certaines sur lesquelles on va aller un peu plus vite. Une petite question pour Olga. Est-ce que les apprenants en formation, mais pas en apprentissage, ont droit à ces aides? Oui. Voilà. Merci. Merci Olga, magnifique. Merci pour cette vigilance sur les questions, Chantal. Merci beaucoup Olga pour cet apport très précieux. Chantal, je te propose de te reconnecter avec moi pour la partie finale de ce webinaire. Hein. Donc oui, on a presque terminé. Désolée, on avait pas mal de choses à vous dire aujourd'hui. Déjà, je tenais à refaire un focus sur la boîte à outils, hein, vous allez voir, il y a pas mal de choses. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ce qu'Atlas propose, mais on a vraiment la possibilité d'accompagner le recrutement d'alternants de A à Z. Et ces outils-là, ils sont utiles pour les entreprises, mais ils sont aussi utiles pour vous, CFA, parce que ça vous permet de retrouver des informations importantes du type, par exemple, combien le contrat va coûter à l'entreprise. Il y a le simulateur Atlas qui prend en compte en plus les spécificités handicap et les aides dédiées. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une information complète à délivrer à l'entreprise et des outils sur lesquels vous aussi, vous pouvez vous appuyer au final. Oui. Oui, vas-y. Je n'ajouterai qu'une petite chose à ce que tu as déjà évoqué. Effectivement, ces éléments sont importants pour vous. Ils sont à destination des entreprises, mais ils sont importants pour vous justement dans cet accompagnement et dans l'accompagnement en fait de ces jeunes ou moins jeunes, comme le disait Olga tout à l'heure, en situation en fait de handicap. J'appuierai sur une petite chose, de même le financement des formateurs, tuteurs et maîtres d'apprentissage. Il est important pour vous de connaître effectivement ces modalités de financement et les modalités d'exercice de la fonction tutorale par branche professionnelle. Attention, effectivement, les financements ne sont pas tout à fait identiques, mais n'hésitez pas à aller consulter en fait l'indicateur
indication a été précisée ici par Caroline, n'hésitez pas à aller consulter effectivement ces aides pour appuyer le recrutement en fait d'un jeune en situation de handicap auprès d'entreprises. J'ajouterais également en fait que dans le cadre de l'accompagnement en fait d'Atlas, vous avez aussi la possibilité de répondre à des appels à projets où nous avons un axe relativement important et déterminant en fait pour nos branches professionnelles. Et cet axe est bien ce handicap dans le cadre des appels à projets qui sont mis en place tous les ans. Donc, je ne peux que vous inciter à utiliser en fait et à répondre à ces appels à projets, sachant bien sûr que ça couvrira des actions qui ne sont pas déjà financées dans le cadre du forfait handicap, bien sûr. Mais si vous devez développer en fait des MOOC, des spécificités techniques pour accroître l'imprégnation et l'intégration en fait de jeunes en situation de handicap, là, l'appel à projet est une réponse tout à fait adaptée. Merci beaucoup Chantal pour ces précisions très importantes où tous les liens sont cliquables. Donc quand vous recevrez la présentation, n'hésitez pas à aller visiter les pages ad hoc. Et pareil pour les différents outils, Annonce Atlas, Parcours Atlas, Cojobbing, etc. Toutes les images sont cliquables et vous renvoient sur la page qui vous permet de consulter l'outil qui peut vous permettre aussi de conseiller les entreprises. Et donc là, on vous a remis, toujours en boîte à outils essentielle, là où, du coup, Chantal d'ailleurs a répondu activement au chat sur le sujet. Tout est disponible sur cette fameuse page. Pareil, là, l'image est cliquable et vous renvoie vers la page dédiée, l'espace en ligne du site Atlas qui vous est dédié. Vous retrouverez la brique handicap. Et donc là, l'ensemble des webinaires avec l'ensemble des replays, des supports, des FAQ quand il y a lieu. Là, on aura répondu à tout. Mais et donc du coup de tous les documents utiles qui peuvent et que l'on a évoqués là dans le cadre du webinaire. Et puis sur le 5e webinaire, vous aurez le lien d'inscription pour le webinaire du 19 septembre prochain sur la démarche d'accessibilité et ce sont la description des outils en fait AGFIP. Donc si vous voulez vous inscrire à ce prochain webinaire, eh bien allez directement sur le site. Absolument. Là, c'était le fameux guide dont Olga parlait tout à l'heure, très précieux, l'offre de service de la GFIP, puisque du coup, nul besoin d'apprendre par cœur toutes les aides, hein, puisqu'il y en a beaucoup. Par contre, l'avantage, c'est que quand vous allez cliquer sur le lien qu'on vous a mis là, vous verrez que le sommaire est cliquable. Donc, en fait, on identifie très bien par un code couleur les aides qui sont à destination des entreprises, qui sont à destination des particuliers et à destination des CFA. Donc, vous pouvez cliquer directement sur les aides et vous allez voir quel est l'objet de l'aide, comment on la mobilise, est-ce qu'elle est cumulable, quel montant. Vous avez vraiment, c'est une mine d'informations à bien garder à votre main parce que ce soit pour vous, organisme, et savoir comment vous pouvez mettre en place des choses et avoir des aides ad hoc sur le sujet, ça vous permet de consulter, d'avoir la réponse dans le guide directement et aussi de conseiller l'entreprise en lui disant que elle a aussi à sa main un certain nombre d'aides qui peuvent favoriser cette insertion des travailleurs handicapés. Là, c'est la boîte à outils qu'il y avait déjà pour les autres webinaires. Vous retrouverez un certain nombre de liens utiles et de ressources utiles pour vous accompagner sur le champ du handicap dans vos formations et sur le conseil aux entreprises. Là, c'est pareil, on vous a remis un certain nombre d'éléments que vous trouvez sur la chaîne YouTube de la GFIP et d'autres espaces. Et donc là, c'est ce que disait Chantal. Et ensuite, prochain rendez-vous finalement aujourd'hui. Ce n'est pas notre dernier webinaire. On aura le plaisir de vous proposer un autre webinaire sur la période de la rentrée, puisque ce webinaire aura lieu le 19 septembre de 10h30 à midi. Vous avez la possibilité déjà maintenant de vous inscrire en allant sur la page dédiée. Comme je vous le disais, tout est cliquable, hein, vous verrez dans le support. Et là, je vous ai même remis le lien directement d'inscription à ce niveau-là. Là, l'idée de ce webinaire-là, on va le co-animer donc avec la GFIP. Et l'idée est de vous présenter la démarche de progrès pour l'accessibilité des formations. La GFIP, depuis 2019, en fin 2019, a créé et a structuré la ressource handicap formation. Donc, à votre
destination, organisme de formation et CFA. Elle s'est structurée depuis, a cheminé et du coup en 2023, un outil en ligne a vu le jour, un outil d'autopositionnement, donc cette fameuse démarche de progrès pour l'accessibilité des formations. Et nous aurons le plaisir de vous présenter cette démarche avec la GFIP le 19 septembre prochain. Vous verrez en quoi cet outil peut vraiment vous aider à aller même au-delà des critères Calliope, au-delà de tout ce que vous faites déjà. Mais pour vraiment, l'idée, c'est de vous aider, de vous accompagner toujours plus avec de nouveaux outils. Caroline, si tu me permets, je voudrais simplement ajouter, en fait, ce qui n'a pas été précisé jusqu'à maintenant, en fait, que vous avez une newsletter qui est à disposition des CFA, qui sort tous les 15 jours approximativement, et qui est mise en place en collaboration avec Newstank. Et vous y trouvez un certain nombre d'informations, des informations importantes sur l'alternance, sur l'apprentissage, le fonctionnement, les modifications en fait apportées par exemple sur les CERFA, sur le nouveau CERFA, etc. Je ne peux que vous inviter à vous y abonner. Donc je mettrai tout à l'heure le lien. Je mettrai le lien en fait dans la présentation et puis dans le courant en fait de vos interrogations, de façon à ce que vous puissiez vous y inscrire. Tout à fait. On va faire ça. Excusez-moi. Du coup, dans la rubrique contact, vous avez nos contacts, Chantal et moi-même, ainsi que dans la présentation, les contacts des différents intervenants. Et en tout cas, pour les institutions que vous pouvez être amenés à contacter, comme la GFIP, Cap Emploi. Et là, on vous a remis le contact du coup de la ressource handicap formation. Voilà, pour rejoindre le réseau. Du coup, je regarde. Il y a quelques petites questions, je ne sais pas. Oui, il y a quelques petites questions. Par exemple, sur la démarche de progrès, il y a le CRFH en Nouvelle-Aquitaine, oui, tout à fait. La GFIP nous a précisé qu'il y avait déjà quelque chose de créé en Nouvelle-Aquitaine. Avez-vous connaissance des RFH disponibles en région PACA, Île-de-France? En fait, voilà, c'est la démarche de progrès. On vous la présentera, c'est ce que je vous disais, en septembre. Mais en attendant, vous pouvez tout à fait vous rapprocher de la GFIP pour déjà avoir accès à cette plateforme. Faut pas attendre septembre, évidemment. Je pense qu'ils auront plaisir à vous renseigner sur le sujet en attendant. Voilà, on a un peu dépassé, désolé, on avait beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup encore à tous nos intervenants pour leur temps, pour leur contribution et pour les témoignages très riches qu'ils ont pu partager avec nous et tous les conseils également pour la partie Cap Emploi et AGFIP. Merci infiniment à tous pour votre participation. Vous étiez nombreux aujourd'hui à nous suivre. Et puis, me reste à vous souhaiter une bonne journée, mais aussi un bel été, puisque du coup, on se retrouve maintenant en septembre pour le prochain webinaire. Donc, très bonne journée à tous et à bientôt. Merci, à bientôt et bel été.